Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Un catch-up aujourd'hui avec Bertrand Durand-Gasselin qui est avec Mathieu Rivory, le cofondateur de Seagal. Seagal, que vous trouvez sur seagale.fr. Seagal, c'est une marque de vêtements techniques qui facilite la vie. Tout à fait, Laurent. Dis-moi en plus. C'est une marque que j'ai cofondée il y a plus de 10 ans avec mon ami Mathieu Rivory. On fait des vêtements qui vous facilitent la vie. C'est des vêtements conçus dans des matières techniques, plutôt à la base développés pour le monde du sport, mais que j'ai amené en ville avec des coupes, on va dire, intemporelles et des couleurs qui se mettent au quotidien. C'est des vêtements qui vous facilitent la vie pour... Et surtout, du coup, des tissus techniques. Ouais. Et qui ont quoi comme... Ah oui, les tissus techniques qui vont... C'est quoi ton USP? Ouais, alors, ils sont souvent stretch pour accompagner le mouvement. Ils prennent pas les odeurs. Ils vous aident à mieux réguler votre température. Ils vous permettent de mieux évacuer votre transpiration. Donc, c'est des vêtements que vous allez mettre plus longtemps, que vous allez moins laver et que vous allez plus kiffer. Cool. Je suis devenu un grand fan du Mérinos. Oui. Dès que je peux en porter, j'en porte. Je comprends. Tellement agréable. Et on se fout souvent de ma gueule au bureau d'ailleurs. Ah ouais. Mais alors, j'ai certains vêtements. Bah alors, j'en ai de chez vous, des Seagal, j'en ai d'autres qui sont comme les vôtres. Tu vois pas que c'est un vêtement technique, j'ai envie de dire. C'est assez chic et habillé. J'en ai quelques-uns où il m'arrive de mettre des vêtements techniques qui ont l'air de vêtements techniques au bureau. Je me fais... Bref. C'était un super épisode qu'on a enregistré il y a presque exactement 2 ans. C'était en octobre 2022. L'épisode numéro 184. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez aller l'écouter. Tu m'avais dit plein de choses hyper intéressantes dont on va parler aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. En gros, c'était le road to 10 million, vous étiez à 5 avec les croissances à 2 chiffres régulièrement. Ouais. Ça, c'est un peu tassé. Pas que pour vous, pour le marché, tu m'en parleras. Ce qui vous a poussé à revoir certaines priorités. Donc, vous avez toujours fait de la croissance. Vous êtes maintenant à 6 millions d'euros. Vous êtes passé de 7 à 10 ETP dans la société. Mais voilà, une croissance un peu moins... un peu plus raisonnée mais moins rapide que ce que tu imaginais. Tu m'expliqueras pourquoi. On parlera d'omnicanalité. T'ouvrais tes boutiques à l'époque. T'en as ouvert 2 depuis. T'en as encore dans le panier. On va parler de ta stack e-com et surtout de tes canaux d'acquisition, le SEO avec SEO, ce qui est passé sur le panier, ta dépense méta, Google, ce que t'en penses. Et puis tes shootings produits. Tu fais 2 shootings par semaine. C'est quand même une sacrée dépense de temps et d'argent, mais l'IA t'aide beaucoup et tu m'expliqueras comment. On parlera de ta gamme de produits et comment tu continues d'innover, et puis on parlera du futur avec l'influence, les nouvelles boutiques et peut-être l'internationalisation, mais ça plus tard. Ça nous fait un beau programme, mais je voudrais d'abord raconter une anecdote qui est rigolote. C'est que, alors vous me voyez pas et je vais pas vous faire l'affront de lever la jambe pour ceux qui me regardent sur YouTube, mais je porte un jean qui vient d'une collab que tu m'as envoyé il y a quelques semaines entre Seagal et Armalite, qui était l'épisode numéro 292, une matière indéchirable spécifique pour la mobilité. Et oui, quand j'ai écouté cet épisode, je me suis dit, tiens, mais non, c'est hyper intéressant ce qu'il fait, Pierre-Henri. Du coup, je l'ai contacté et puis on s'est mis en relation et on a créé en fait tout simplement ce produit avec son tissu. Et ce produit, écoute, en 4 mois, il était fait, livré chez les clients et on en a vendu plus de 1000 pièces pour l'instant. Donc écoute, c'est plutôt un carton. Incroyable, sous la marque Seagal. Absolument. Avec le tissu Armalite. Exactement. Ok. Quand tu me l'as envoyé il y a quelques semaines, je me suis dit, tiens, mais pourquoi? Mais en fait, c'est une évidence. Un tissu technique qui facilite la vie. C'est dans le... Tout à fait, parce qu'à la base, Pierre-Henri l'a développé pour la moto, parce qu'il est hyper costaud, mais moi, j'ai plein de vélos taffeurs, j'ai plein de gens qui veulent avoir des jeans qui durent plus longtemps, et en fait, ce produit-là, il coche toutes les cases, quoi. C'est vraiment un beau produit, bien conçu, et le tissu est vraiment parfait pour moi, donc je l'ai développé à ma sauce, avec une coupe à ma sauce, et des détails pour Seagal, et mes clients ont voté oui. On votait oui. C'est une boîte que vous avez fondée à 2 avec Mathieu. Et vous êtes sur fonds propres? Ouais, toujours bootstrappé, toujours en fonds propres. Toujours bootstrappé, même pas une de levée de fonds au début, je me souviens plus. Même pas. On avait fait un Kickstarter, tu sais. Ah oui, c'est ça, un super Kickstarter qui avait bien marché. Mais sur fonds propres, c'est beau. Et on enregistre, alors je sais pas quand il sort, je vérifie. Il sortirait, je m'inconditionnel, fin décembre, début janvier. On enregistre le 3 décembre. On sort... Non, même pas on sort de Black Friday. C'est demain que ça se finit pour toi. On est en Cyber Monday, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Black Friday, comment ça a marché?
une grosse opération pour nous. C'est un de nos marronniers. On fait presque 1 million d'euros de CA sur 10 jours, donc c'est énorme pour nous. C'est ouf, tu fais 15, 16, 17% de ton chiffre d'affaires sur une dizaine de jours. 10 jours, un 30e, ça fait 3% de l'année, quoi. Pour te dire que nos petits lutins logistiques, ils sont vraiment bouillants. Donc, on a une équipe au top, nous, à Toulon. Tu sais, on l'a fait chez nous en interne. Okay. Et donc, on expédie tout en temps et en heure. Donc, tout se passe très bien. La logistique est toujours intégrée en interne. Pardon. La question s'est posée de l'externaliser, mais on est tellement bien chez nous en la gérant nous-mêmes et avec nos produits sous les yeux qu'on arrive à vraiment tous les jours on passe devant le stock et on se dit tiens, ce serait bien qu'on vende ça plus que ça. Donc c'est sympa d'avoir le stock vraiment sous les yeux parce qu'on n'est pas détaché de notre niveau de stock, de l'écoulement des produits. Ok, je comprends. Mais je reviens sur la promo. Quels enseignements sur ton Black Friday? Donc c'est chaque année aussi important? Ouais, de plus en plus on va dire parce qu'on a une base de clients récurrents. Nous on a vraiment énormément de fidélité chez nos clients qui viennent, qui goûtent à la marque et qui viennent racheter derrière leurs essentiels et qui vont découvrir aussi les nouveautés qu'on fait. Donc chaque année ça grossit et chez nous c'est l'occasion à la fois pour les anciens clients d'acheter leurs essentiels à prix réduit et surtout pour les nouveaux d'avoir la gâchette qui fait en sorte qu'ils puissent passer à l'action. Et quel conseil tu peux donner? Le préparer, essayer d'en baser un maximum à l'avance, même commencer à teaser parce que quelques jours avant ou même semaines avant, on peut communiquer sur nos clients que en fait ils peuvent préparer leur panier histoire de ne pas faire des déçus au début et puis derrière essayer d'animer commercialement de la meilleure façon possible en changeant régulièrement de visuel et en relançant les mails sans mettre trop de pression marketing non plus. Donc nous, généralement, les acheteurs, on les enlève un petit peu des relances sur les mailings et c'est ce qui fait en sorte que du coup, on arrive à pas avoir trop de désinscrits là-dessus. T'enlèves les acheteurs des relances sur le mailing pour être sûr qu'ils achètent quand même et qu'il n'y ait pas de fatigue. Mais donc, tu fais partie de l'équipe promo. Oui. Et tu fais un tiers, 16%, 17%, allez, un sixième de ton chiffre d'affaires. Ouais. Putain, depuis tout à l'heure, je calcule dans ma tête en me disant ça fait plus, ça fait moins, non, c'est ça, ça fait 16%. Tu fais 16% de ton chiffre d'affaires en 10 jours, donc c'est critique pour toi de ne pas le rater, mais t'en es un peu prisonnier. Je deviens un peu prisonnier et après c'est le jeu maintenant. On sait qu'il y a vraiment, c'est polarisé. Tu as des marques qui sont anti, des marques qui sont ok et des marques qui sont à fond dedans. Nous, on va dire qu'on n'est pas à fond dedans parce qu'en fait, quelque part, on n'est vraiment pas une marque à promo dans le sens où toute l'année, tu vas pas trouver nos collections, il n'y a pas de code promo, tu vas en trouver un peu nulle part sur Internet 95% du temps, mais il y a ces 5% là où effectivement tu vas l'avoir et donc ça, il faut pas les rater ou il faut le savoir. Mais disons que nous, ça ne nous dérange pas dans le sens où quelque part, il y a beaucoup de fois où tu n'as pas le temps d'attendre, donc tu vas vouloir acheter à ce moment-là parce que tu as besoin d'un pantalon ou d'un t-shirt pour la semaine prochaine, quoi. Ok. Est-ce que tu vois une baisse des achats avant et après? Ouais, sur nos clients réguliers, clairement, mais sur les nouveaux clients, ça change rien. Ouais. Ok. Tu as une deuxième fête importante? Ouais, j'ai l'anniversaire de la marque au mois de mai. Et donc ça, c'est important. Là, on a fêté nos 10 ans cette année, donc c'était hyper sympa parce que c'était une date qui comptait. Et pareil, c'est très resserré et ça, nos clients le savent. Du coup, pour le coup, il n'y a que nos clients qui savent parce que c'est pas une opération, on va dire, à échelle internationale. Et donc là, c'est cool aussi parce qu'on arrive aussi à développer sur une dizaine de jours un chiffre d'affaires qui est aussi non négligeable sur le volume d'affaires de la marque. Tu peux me le donner ou pas? Ouais, on est presque sur le million d'euros aussi sur 10 jours. Tu fais 2 millions sur 20 jours par an? Ouais, cette année. Grosso modo, c'est ça qu'on fait. Donc c'est pour ça que là, on a vraiment atteint un point où nos clients sont tellement fidèles et sont tellement historiques aussi que le futur du business, c'est ouvrir la marque à des clients qui ne connaissent pas parce qu'on reste quand même une marge de niche. Ok. Dans un marché compliqué? Dans un marché qui s'est tendu surtout premier semestre 2024. Le marché de quoi? Le marché du vêtement, parce que c'est une commodité. Clairement, le pouvoir d'achat a baissé. Les gens sont recentrés sur leur épargne et la bouffe et ils ont moins acheté de fringues. Et ça s'est vu sur le marché au global. Moi qui suis un peu les news du prêt-à-porter, il y a beaucoup de marques qui ont souffert. Nous, on continue à faire de la croissance, donc on ne se plaint pas. Ok, tu te compares à qui sur ce marché? À des marques avec notre niveau de chiffre d'affaires et notre positionnement prix aussi, tu vois. Ok. Donc une contraction du marché, mais vous continuez à faire de la croissance, moins que ce que vous espériez, mais vous continuez d'être rentable. Tiens, je checkais un truc tout à l'heure. Ouais. Je checkais la société sur Peppers.
Mais vous avez fait une demande Alors non, figure-toi qu'il nous est arrivé un truc de fou. Nous, on a toujours été ultra transparents, toujours déposés tranquillement. Et quand on a ouvert notre boutique à Lyon, il y a eu un micmac de paperasse pas possible. Et l'administration, là, elle nous a mis notre siège à Lyon, alors qu'en fait, on avait fait les choses bien et tout ça. Et du coup, sur nos demandes, là, on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus rien d'ouvert là-dessus. Ok. Donc c'est pas du tout notre fait. Non, pas du tout. C'est la première fois que je tombais sur une page comme ça. Si vous cherchez, oui, voilà, c'est assez. La société a demandé. Non, ok. Mais on te trouve sur société.com. Oui. Je me suis dit, c'est pour ça, c'est bizarre. Je t'avoue, j'explique pas. Premier sujet que je voulais voir avec toi, c'est l'omnicanalité. Je voulais revenir sur les perfs de la boutique à Paris. Et puis que tu me racontes les 2 nouvelles boutiques que vous avez ouvertes depuis à Lyon et à Nice, avec résultats concrets que vous avez observés, les leçons et l'expérience que tu peux nous partager. Bien sûr. Alors, donc déjà, nous, on fait 90% de notre chiffre sur le web. La boutique Paris a cartonné. C'était une évidence. Quand j'étais venu, je t'avais dit qu'on aurait dû l'ouvrir déjà 2 ans avant. On l'a ouvert en 2021, donc elle a 3 ans. Donc elle cartonne parce qu'on a vraiment beaucoup de clients qui viennent et qui connaissent la marque. Donc, c'était la première boutique ? On a toujours été ouvert à Toulon, mais c'est notre... Oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes basé à Toulon. On est basé à Toulon, voilà. Donc c'est logique pour nous d'avoir nos clients historiques toulonnais qui viennent chez nous, mais on va dire que c'est une boutique spéciale dans le sens où c'est la boutique de la marque dans son emplacement initial. Et Paris, on l'a ouvert, on a plus de 80% de taux de conversion dans la boutique. Donc tu vois, c'est assez monstrueux en termes de chiffres. C'est une petite boutique, mais qui dégage un gros CA. On fait près de 650 000 € dans cette boutique, tu vois. Pour quelle surface ? 55 mètres carrés. Ok. Et donc, à voir si dans l'avenir, on ne devrait pas en ouvrir une plus grande, mieux placée, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a donné envie d'en faire d'autres, parce que clairement, on s'est dit, les boutiques, c'est un levier de croissance. Et c'est pour ça que quand on a commencé à avoir on va dire la contraction du niveau de croissance fin 2023, on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on n'aurait pas un levier avec ces boutiques-là ? Donc, on a décidé d'en ouvrir 2 en 2024. Donc, on a mené 2 projets en parallèle qui nous ont pris pas mal de... Attends, tu l'as ouverte en 2021 ? Ouais, la boutique. Tu as commencé à avoir des retours assez positifs, la boutique de Marais. Tu as attendu 2024 pour ouvrir les suivantes, pourquoi ? Et parce qu'on avait besoin de consolider, on avait besoin de s'assurer qu'on était une marque retail. Et donc, comme il y a une inertie toujours dans l'ouverture de boutique, tu n'ouvres pas une boutique comme ça, surtout pour une marque comme nous qui est vraiment inconnu, tu ouvres pas une boutique comme ça et tout de suite les clients affluent et viennent te voir. C'est un peu comme quand ton e-shop, il faut faire de la com pour te faire connaître. Donc on a attendu que la boutique de Paris, vraiment, on ait 2 ans de recul pour se dire, bon, celle-là, elle marche, on sait qu'on a un potentiel en boutique. Et surtout, les retours de nos clients, parce qu'on a regardé la map de nos clients en France et on s'est dit, tiens, la deuxième endroit où on vend beaucoup, c'est Lyon et environnant. Et donc c'est pour ça qu'on a ouvert Lyon, parce que c'était une évidence et qu'on avait plein de clients qui nous le demandaient. Ok. Puis Nice. Et Nice, c'est très différent. Nice, c'est une opportunité parce que c'est la 5e ville de France. Nice, c'est une grosse agglo, c'est très international. Et nous, on est à côté, contrairement à la majorité des DNVB, c'est un peu la petite oubliée. Tu vois, les marques vont plutôt ouvrir à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, mais pas vraiment à Nice. Et donc, on s'est dit, tiens, mais on a cette opportunité-là, c'est pas loin de chez nous. Et on a pris un super bel emplacement. Et la boutique fonctionne très bien, donc on est très content. Mais là, on a vraiment beaucoup plus de nouveaux clients, ce qui nous fait beaucoup de bien également. C'est marrant parce que j'aurais tendance à croire que, de par la technicité des produits et leurs promesses, justement, peut-être le Sud serait plus propice. Pas qu'il ne le soit pas, mais que vous auriez mis plus d'efforts ou plus tôt sur le Sud. Et ouais, on est toujours basé à Toulon, mais clairement, la carte de nos clients, elle est plus orientée vers le Nord, autant en France qu'à l'international. On va en Belgique, en Allemagne, même au UK ou en Scandinavie. Donc c'est parce qu'on fait beaucoup de Merino. On a 65% du business qui est de la laine Merino extra fine sur du base layer, mais toujours bien travaillé. Et c'est pour ça que clairement, on est plutôt orienté vers le Nord, quoi. Pour être clair avec tout le monde, refais ta phrase en expliquant. Donc Merino, c'est une laine. Ouais, Merino, c'est une laine. Alors, et le base layer. Voilà, le base layer, c'est la première couche qu'on met sur soi. Ouais. Donc généralement, c'est ce que vous vendent les gens dans les boutiques de fringues de ski. Sauf que nous, on l'utilise comme un t-shirt classique, coupé normalement, comme vous pouvez le voir dans n'importe quelle boutique de prêt-à-porter. On a une gamme très étendue. Base layer, c'est la première couche que je mets sur moi, pas forcément la couche d'un vêtement qui en contient plusieurs. Non, okay. c'est la c'est mon t-shirt, mon caleçon, mon caleçon. Et ça
c'est quand même ce qui fait du volume dans une marque. Hein. C'est pas les grosses pièces, c'est pas les pièces avec des hauts paniers, mais c'est vraiment du réachat et c'est là-dessus qu'on capitalise parce que c'est là ce qui fait notre force et notre différence, c'est qu'on a vraiment des matières exclusives que je développe en interne et surtout que je développe main dans la main avec mes fournisseurs pour avoir de l'exclusivité. Et le Mérinos, j'ai dû te poser la question il y a 3 ans, mais je me souviens plus de la réponse, il y a 2 ans. Le Mérinos, on s'en procure où? Alors la meilleure qualité de laine Mérinos, c'est toujours dans l'hémisphère sud. C'est beaucoup sur l'Amérique du Sud. C'est la laine d'un animal ou c'est de la laine d'un endroit d'un animal? Non, c'est de la laine d'un animal. C'est de la laine du mouton mérino qui est une race particulière. C'est une race, le Mérinos. Ok, le Mérino. C'est une race de mouton. Tu as des moutons mérino même en France, mais qui ne proposent pas encore le même micronage, ça veut dire la même finesse de fibres. Et donc aujourd'hui, notre laine, elle est issue d'élevages qui sont surtout donc, soit Australie, Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, ou même Uruguay, Argentine. Et puis ensuite, elle est travaillée, filée en Europe, chez nos filateurs. C'est marrant, ça ressemble, pardon, j'ai cherché sur Google à quoi ressemblait un mouton mérino. Ça ressemble à un mouton classique. Ouais, souvent sur internet tu vas trouver des moutons mérino avec énormément de poils, voilà, c'est très très fluffy. Ouais. En fait c'est une race qui a été développée surtout pour la finesse de ses fibres et après il y a eu des croisements, il y a eu beaucoup de travail sur l'élevage pour réussir à avoir vraiment la meilleure qualité qui est vraiment, on cherche vraiment le plus fin, le plus long, parce qu'une fibre de laine, au plus c'est long, au plus ça va être costaud, durable, au plus c'est fin, au plus ça va être doux. Et donc, tu vois, nous on travaille sur des laines de 16,5 microns, là où ton pull de grand-mère il est à 25-26, tu vois, qui gratte là. Et donc, jusqu'à 20 microns, tu peux y aller, apporter même la peau. Au-dessus, ça va être un peu rêche. Ok. Je reviens sur les boutiques. Donc, Lille et Lyon ont ouvert depuis la boutique de Paris. Est-ce que tu t'es pris les pieds dans le tapis un moment? Qu'est-ce que tu as fait à Lille et Lyon que tu avais mal fait à Paris? Non, ce que j'ai mal fait à Paris, c'est que Paris c'était. Qu'est-ce que tu as bien fait à Paris? Paris c'était une opportunité. On a récupéré une boutique. On n'a pas fait énormément de travaux pour y aller un peu low cost. Donc si vous allez dans la boutique de Paris, vous allez voir c'est petit. Il y a beaucoup d'offres parce qu'on a pas mal de modèles. Et sur Lyon et Nice, là pour le coup, on a pris vraiment des beaux emplacements à fort trafic, on a pris des belles boutiques et on a fait énormément de travaux, hein. On a vraiment tout repensé les espaces pour créer des beaux écrins pour nos produits. Et là, donc l'expérience est tout de suite en arrivant, on se sent dans un environnement Cigale. Ok, donc ça c'est ce que tu as fait de bien et que tu n'avais pas forcément fait à Paris. Ouais, exactement. Sur le staff, parce que vous êtes passé à 10. Et ouais, parce qu'on a ouvert des boutiques. 10, mais 3 boutiques, plus l'entrepôt, plus tout en interne. On a un peu shrinké les gens au siège pour développer les équipes dans les boutiques, parce que finalement, c'est nos vendeurs et on a besoin que nos boutiques soient ouvertes. Donc, on a besoin de staff dans nos boutiques. Donc, on a optimisé notre staff au siège pour pouvoir développer nos boutiques. Et tu as combien de personnes dans les boutiques? Sur les 3 boutiques, sur les 4, pardon. J'ai un manager en temps plein et 2-3 alternants. Ok, dans les boutiques. Ouais. Ok. Sur Paris, tu fais presque 11 000 € ou plus de 11 000 € du mètre carré. Ouais. En CA. Ça devrait juste faire plus grand, d'ouvrir plus grand. On sait pas. Je sais pas, la concentration d'une micro-marque ou une marque sur une micro-niche plutôt. C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu ferais plus si tu avais plus de surface? Ça nous titille, on va dire. Mais on attend de trouver la bonne opportunité. Tu sais, les loyers, c'est important aussi parce que si ça se retourne, ça peut très bien être un gros caillou dans la chaussure avec 369. Tu peux plonger ta marque. Voilà. Enfin, tu peux plonger ta boîte. Exactement. Donc, il faut savoir revendre rapidement ton pas de porte et ton... Tout à fait. Vous avez... Pardon, non. Donc Lyon, c'est 19 rue des Comines, hein, c'est ça, je dis une bêtise? 19 rue Comines à Paris. À Paris, Lyon et Nice? 21 rue de Brest à Lyon, sur la Presqu'île, et 12 rue de la Liberté à Nice. Ok. Quelques conseils à donner justement sur le staff de tes... Donc tu as dit un manager plus des alternants dans les boutiques. C'est très comme dans la restauration, tu peux très bien tomber comme très mal. Ouais, c'est ça. Donc, comme partout en vrai. Pardon, c'est con ce que j'ai dit. Ouais, effectivement. Mais après, nous, on essaie de sélectionner au mieux, surtout sur les valeurs. On accompagne, on fait une bonne formation au siège. Donc, on a les managers, même tous les alternants qui passent nous voir au siège pour comprendre un peu l'ambiance de l'équipe. Et surtout, on essaie d'animer au quotidien. Donc, on a un meeting semaine avec toutes les boutiques. On a une réunion multi-boutique pour que les managers échangent entre eux sur les best practices. Et jusque-là, ça nous réussit plutôt. Donc, on continue. Ok. Ouais. C'est des boutiques qui vous appartiennent? Ah oui. Ok. Pour le wholesale, c'est... Wholesale, c'est pas dans notre idée parce qu'on aime bien maîtriser notre produit, notre vente, notre speech de vente et également aussi nos marges. Donc le wholesale demande un x2,5, x3 et clairement on n'y est pas, quoi, pour pouvoir nourrir tout le monde. Ok.
Ok. Parce que tu es pas sur des tarifs, c'est premium. C'est premium, mais... Donne-nous des idées de prix, pardon. Par exemple, nos t-shirts, ils sont entre 50 et 70 euros. Nos pantalons, ils sont entre 120 et 150 euros globalement. Donc, c'est premium. C'est haut de gamme. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits sont exclusifs. Donc, les matières nous coûtent très cher. Moi, je travaille des matières entre 25 et 35 euros du mètre. Si vous dites ça aux autres marques, ils vont vous dire, mais vous êtes complètement fou. Et donc, pourquoi je me permets de faire ça? Parce que justement, parce que tu maîtrises ta distribution. Et je maîtrise ma fabrication parce que j'ai des sous-traitants historiques avec lesquels je travaille. Et donc, je maîtrise vraiment les deux côtés de la chaîne, quoi. De mémoire, tu produis en France et tu fais de la manufacture en France et en Europe, c'est ça? C'est Euro-Méditerranée. J'ai beaucoup de Lituanie, Europe de l'Est pour le mérino et tout ce qui est coupé cousu en Tunisie. Ouais. Ok, compris. Très bien. Et pour rester sur le sujet de l'omnicanalité, donc pas de wholesale pour l'instant, mais d'autres boutiques à venir? Oui, c'est dans les plans. Clairement, ça fait partie des leviers de croissance, nous, et ça nous fait gagner à la fois en CA, mais surtout en autorité. C'est hyper important parce que là, on l'a vu par exemple à Nice ou à Lyon, on gagne des nouveaux clients. C'est des clients qui ne nous auraient pas forcément vus sur le web, mais qui sont vraiment des clients qui vont chercher l'expérience en boutique, venir racheter en boutique. Et ça nous fait énormément de bien parce que ça assoit la notoriété, l'aura de la marque. Donc 2025, idéalement 2 boutiques, soit une plus grande ou une autre à Paris, et une autre, il faut qu'on aille à la conquête de l'Ouest, donc c'est plutôt Toulouse-Bordeaux, quelque chose comme ça. Toulouse-Bordeaux, ouais. Ok, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs à Bordeaux, il y en a pas mal d'auditeurs partout d'ailleurs, mais si vous avez un plan, n'hésitez pas à contacter Bertrand. Tu venais de passer sur PrestaShop 1.7 à l'époque. Ouais, tout à fait. On est toujours dessus. Ça tombe bien. On a notre petite équipe de dev qui est sous-traitée là, qui nous fait notre infogérance. Et écoute, on a développé plein de petits outils pour nous faciliter la vie, mais on est plutôt content du système qui est plutôt flexible. C'est marrant parce que je me baladais sur seagal.fr, SEAGALE, je le rappelle.fr. Il y a plein de petites choses qu'on voit pas ailleurs, donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup de custom. Bien, beaucoup de custom. Notamment, on fait de la précommande courte, tu vois. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de frustration sur les clients qui... C'est quoi la précommande courte? C'est des précommandes, mais j'ai lancé déjà la prod. Simplement, on lance une prod il y a entre 2 et 4 mois de délai, si tu veux, quand ça arrive. Sauf que je sais que ça va arriver le 10 janvier. Il y a beaucoup de demandes sur ce produit-là, et plutôt que de dire il n'y en a plus, passez votre chemin, ou alors mettez un mail pour le réassort, je dis en fait vous achetez maintenant, vous serez livré plus tard. Et donc on a développé du custom qui fait en sorte de scinder les commandes en 2. Donc le mec, tu peux mettre 10 produits dans ton panier, dont 3 en précommande, et tu vas avoir ta commande qui va automatiquement être scindée derrière dans le back-office pour avoir les 7 produits en stock qui vont être livrés demain et les 3 produits dans les dates prévues dans le futur. C'est très cool, ça colle à ton business et ça te permet de faire du meilleur business. Ouais. Le jour où tu dois faire un replatforming ou une montée de version, t'as une dette. C'est le gros truc qui fait que quand on va s'intéresser au sujet de la suite de notre projet, notre stack e-commerce, d'aller voir nos fournisseurs et de leur dire on a ce produit-là qui tourne très bien et c'est custom. Ouais. Ok, c'est un enjeu, nous on le voit souvent, de savoir récupérer. C'est moi qui bip, pardon, je suis désolé. Hop. Savoir ce que tu récupères, optimiser ce que tu récupères quand tu récupères des choses, ou les redévelopper évidemment, et puis ce sur quoi tu fais une croix, parce que tu vas prendre un outil sur étagère qui existe. Voilà. Ok, donc c'est une équipe externalisée? France, ailleurs? France, ouais, okay. C'est nos anciens devs qui étaient en stage qui sont après derrière. Je me souviens de ça. C'est une petite agence qui marche. Elle s'appelle comment? Unfated. Unfated, ouais. Spécialisée PrestaShop? Ouais, on a une équipe qui est spécialisée PrestaShop qui peut bidouiller tout ce qu'ils veulent. Et tu fais 90% des 6 millions sur le web. Ouais. C'est du 6 millions hors taxe net retour ou TTC? Hors taxe net retour. Hors taxe net retour, ouais. Dans le textile, il m'arrive de recevoir des invités et justement je fais cette clarification parce que si tu me dis que c'est du TTC avant retour, en gros ça se compare à un 4, tu vois. Bref. Non, bien sûr, ouais. Ok, et donc vous avez développé sur mesure un outil pour gérer l'OMS, l'entrepôt, la logistique? Non, mais ouais, pareil, exactement. Voilà, c'est un petit plugin qu'on a ajouté à PrestaShop qui fait l'interface entre l'édition d'étiquettes et PrestaShop. Ouais. Donc tout n'est pas sur mesure. En revanche, il y a ce fameux add-on qui permet de faire développer sur mesure, qui permet de faire de la précommande courte.
Good. On parlait de tes canaux d'acquisition en préparant l'entretien. Tu me disais que vous avez fait une accélération SEO. Ouais. Tout à fait. Alors SEO, là, c'est un projet qu'on mène, c'est sur le long terme évidemment. On bosse avec un freelance dessus pour qu'on puisse justement créer plus de trafic sur le site. Donc on a un expert qui nous accompagne là-dessus. On va créer un blog externalisé qui va parler de voyage et de la Merino en fait. Mais qui parlera pas de Cigale. Enfin pardon, qui s'appelle pas Cigale. Non, qui s'appellera pas Cigale. Ouais. Mais qui va parler de notre niche, nous des vêtements de voyage, vêtements techniques du quotidien et de la Merino et qui va pouvoir, on va dire, nourrir notre site marchand. Il s'agit de créer rapidement beaucoup de contenu. Ouais. Vous faites ça avec un freelance ? Tu m'as dit ? Avec un freelance qui va utiliser de l'IA aussi pour pouvoir générer ces contenus-là. Ouais. Ok, donc un site de destination, un site appareil qui va parler de voyage et de laine Merino, c'est ça, et orienter des visiteurs vers... Ok. C'est un truc qui est vieux comme le monde, mais ça marche c'est toujours d'actualité. Ouais. Ok. En fait, C'est sorti ou ça va sortir ? Non, ça va sortir. Okay. On a pas mal d'exemples qui nous prouvent qu'en fait ça tourne toujours cette histoire-là. Tu vois, tu viens il y a 10 ans, je te raconte la même chose, et en 2024 c'est toujours d'actualité, donc... Ouais, malgré les mises à jour de Google. Ouais, malgré les mises à jour de Google, tu vois. C'est quoi comme budget ? Ça va être du moins de 10 000 €. Pour le site, et combien d'articles ? Alors là, on a nos limites, mais on va commencer petit. On a une roadmap qui va monter en puissance, mais déjà, sur les 3 prochains mois, je crois qu'il y a une vingtaine d'articles prévus. Ok. Ouais. Donc une usine à contenu, un peu d'IA, et surtout un très 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 bon référencement. Ouais. Tu t'en fous du design, il faut juste que ça remonte dans Google. Non, mais il vaut mieux que ce soit joli, mais il faut que ça remonte dans Google. Quoi. Et ça, tu fais avec un free. Ouais. Et tu m'as dit que tu travailles avec Seos aussi. Ouais, tout à fait, pour tout ce qui est SIA. Ouais. Donc ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux. Seos, pardon, qui est passé sur le panier il y a quelques mois pour parler justement de l'avenir de l'acquisition et du média, l'achat média, pardon. Ouais, hyper pertinent, tu vois, on leur a confié nos Google Ads et c'est Mathieu qui s'occupe de ça, on fait un point régulier avec eux et ils nous aident à optimiser nos performances de pub, sachant qu'on a un budget qui est limité, on fait 4% du CA de la marque en Google Ads, qui est ridicule par rapport à une marque de mode classique qui va plutôt envoyer du 15-20, quoi, je pense. Tu fais 4%, tu dépenses 4% de ton CA en Google Ads, et en méta 1%. Donc tu es à 5% d'achat média. Ouais. Effectivement, c'est pas énorme. Non. Ok. Vous avez déjà testé l'élasticité de dépenser plus ou pas encore ? Ouais, mais une toute petite élasticité. Donc on est un peu frileux, nous, tu sais, on est un peu proche de nos sous. Donc on fait attention un peu à ce qu'on fait pour pouvoir justement trouver quels sont les bons retours sur investissement. Donc là, c'est peut-être l'occasion pour faire plus de croissance vers de nouveaux clients d'aller essayer d'augmenter un peu ce budget-là, mais on n'ira jamais taper du 20% de dépenses. Non, mais tu es sur un marché où les gens dépensent plutôt ça, donc tu as quand même cette petite marge de progression. Ouais. C'est bien parce que d'un côté, tu as aussi peu de dépendance Absolument. aux GAFA, mais ça pourrait expliquer aussi pourquoi la croissance a été plus faible que ce que vous aviez prévu, tout à fait, espéré. Ouais. Mais vous avez mis le frein. Enfin, vous avez en tout cas gardé la main volontairement, sur parce qu'on a senti aussi parmi nos clients réguliers aussi que ça freinait un peu. Donc on s'est dit, mais en fait, c'est un truc macroéconomique. Il n'y a pas que nous qui souffrons de ça. C'est pas parce qu'on dépense plus d'argent sur les pubs qu'on va tout de suite récupérer plus de clients et faire du snowball effect. Donc on a volontairement laissé passer un peu l'orage pour se concentrer sur la suite. Laisser passer l'orage. Ça pourrait être le thème d'un live du panier, ça, laisser passer l'orage. Serrer les fesses, très fort. Sur le million que tu fais pardon, excuse-moi. Sur le million que tu fais à Black Friday et le million que tu as fait à ton anniversaire, enfin l'anniversaire de la marque, pardon, en mai dernier, quelle est la part de recurring ? On a 80%. Donc c'est vraiment de la... On a des méga fanboys. Ouais. Non, pas beaucoup. Ouais. Et en dehors de ces périodes, quelle est la part de récurrent ? Pareil, ça va être un peu moins, mais ça va être du 70-75%. Ok, ouais. C'est vraiment une marque de connaisseurs. Ouais, donc c'est pour ça que là, on a une maison super solide. On a des produits canons qui plaisent à nos clients, des clients qui reviennent, tu vois. C'est juste qu'on a des ingés, tu vois. On n'a pas de commerciaux dans la boîte. Personne qui sait faire ça. Vous êtes ingé de formation tous les deux ? Ouais. Je me souviens plus de ça. Et en fait, si tu veux, on n'a jamais eu de commercial dans notre boîte. Et personne ne s'occupait de la vente.
Donc on a fait les choses bien, c'est pour ça que nous on passe un temps fou à faire du super contenu. Tu vois, moi je passe des heures à faire des shootings photos, à créer du contenu super léché pour nos pages produits qui sont hyper documentées. Tu vois, moi c'est moi qui fais tout le copywriting aussi du site, tu vois, depuis le début. Donc j'ai passé un temps fou dessus parce que je veux que quand tu arrives dessus, tu te dises waouh, j'ai découvert une pépite, quoi. Et c'est ce qui se passe avec nos clients, tu vois. Ok, je comprends. Mais tout ça me fait croire, alors modulo le marché qui est pas évident, que tu as quand même une belle courbe de progression. Enfin, il y en a sous la pédale, il y a du potentiel. En achat média, en contenu, en conquête de nouveaux clients. Bien sûr. Ok. Ton CRM, comment vous le travaillez? Quel est l'outil? Pardon? On bosse avec Brevo. Brevo. Ouais, Brevo. Du coup, on fait toute l'automation et les mailing newsletter dessus. Via l'outil Brevo ou développé en propre et Via juste Brevo. Via Brevo, ok. Ouais. Automation. Parle-moi un peu de Brevo. Alors Brevo, on en parle, vous connaissez évidemment, bien sûr, le nouveau nom de Sendinblue depuis maintenant quelques années. Super outil. Ouais. Français, ils se sont fait racheter, je sais plus. Je vais pas te raconter l'histoire. Ouais, raconte-moi un peu. On entend souvent parler des autres. On est passé Sendinblue à Brevo dans la continuité. On s'est fait draguer évidemment par tous les autres. Mais disons que Brevo, ça reste un outil qui est flexible, pas cher et qui délivre. Donc nous, on continue dessus. Et jusque-là, on a des bons résultats. On a quand même un gros projet d'automation parce qu'on est un peu sur des newsletters hebdo qui sort le dimanche où on n'a pas encore beaucoup segmenté. On a homme, femme, français, anglais, mais on n'a pas segmenté par type de client, recurring, pas recurring, gros panier ou pas. Donc la suite, ça va être plus qu'on mette un peu de finesse dans cette automation-là. Mais toujours avec Brevo. Pour nous, Brevo n'a pas vraiment de limite là-dessus encore. On n'a pas trouvé les freins. Et tu as les scénarios classiques et habituels. Ouais, il y a tous les paramètres qu'on peut sortir. Tu vois, nous, on maîtrise la stack technique. On a accès à notre base de données en direct. On peut extraire un peu tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas les limitations techniques qui font en sorte qu'on changera demain. Ok, intéressant. On parlait des shootings aussi en préparant l'entretien. Tu me dis que tu fais 2 shootings par semaine. Ouais, moi je suis un C'est énorme pour une fan. marque qui a combien de rêves? 160, c'est ça? 160, ouais. Pourquoi? Et parce que notre produit, c'est un peu notre bijou, tu vois, c'est notre différenciation, notre marque. On a plein d'axes, c'est ce que je raconte beaucoup à nos clients. On est une marque française. On est une marque autofinancée, c'est important, mais ce qui fait la vraie différence, c'est quand même nos produits. Nos produits sont, on va dire, extraordinaires dans le sens où ils sortent de ce que peuvent faire les marques de fringues classiques, puisque les matières sont développées, on va dire, pour nous et sont exclusives. Donc, ce que vous allez trouver chez nous, vous allez très rarement le trouver ailleurs. Et donc, moi, j'ai besoin de l'expliquer, j'ai besoin de le mettre en valeur. Donc, je ne veux pas faire qu'un pas de shot produit studio parce que ce serait justement ressembler à toutes les marques. Donc, je vais expliquer en quoi nos produits sont polyvalents. C'est pour ça que je fais faire beaucoup de photos en extérieur, dans des situations différentes, souvent dans le mouvement, dans l'action, pour montrer que c'est des produits avec lesquels il faut vivre. Et c'est pour ça qu'on s'envoie sur beaucoup de shooting, beaucoup de contenu depuis des années maintenant. Je peux être honnête, je l'étais hors micro, donc je le serai encore. Mais vu la quantité d'assets que vous devez produire, j'étais un peu surpris du nombre de followers que vous avez sur TikTok. J'avais Instagram, YouTube et TikTok en tête, donc TikTok, Instagram, pardon. Et YouTube. On est conscient qu'on le propulse en fait finalement qu'à nos clients réguliers et beaucoup sur notre site internet, mais on propulse pas tous beau contenu sur les réseaux et peut-être pas assez. Ouais, effectivement. Ça coûte combien un shooting? Ça coûte entre 500 et 1000 euros la journée. La journée, parce que tu as le photographe, un mannequin, des fringues, puis des déplacements éventuellement, quelques faux frais. Entre 500 et 1000 euros le shooting, la journée de shooting. Et tu as 2 shootings par semaine en moyenne. Sur les temps forts, ouais. Donc on va dire 1 par semaine sur l'année, on a 50 shoots, on fait 50 000, 60 000 euros de dépenses shoot à l'année. De dépenses shooting à l'année, ok. Et combien en achat média, du coup? Tu m'as dit 5% du CA, mais il y a du... 300, 50, 700. Ouais, et il n'y a pas de... Il n'y a pas que de la notoriété là-dedans, donc il y a aussi bien sûr. Ok. Quelle est la part sur ta dépense d'achat média qui est juste de la noto? Tu saurais le dire? Je ne saurais pas te dire, non, mais je pense peut-être pas assez. C'est un peu la remarque que je te faisais. Tu vois, je me disais, mais alors, ça rajoute une pièce de plus dans le jukebox. Il y a des leviers, quoi, possible. Je vois vos fiches produits, effectivement. Beaucoup de photos. Bon, je suis sur
le t-shirt Action Mérinos, pardon. Ça, c'est notre historique. Mérino, c'est l'historique, c'est le best-seller. Ouais. Ok. Là, on a sorti le Performance Mérino t-shirt qui est plus récent. Celui-là, on a fait un carton. Je voulais te raconter un peu l'histoire. On a vendu 1000 t-shirts en 3 jours avec ce produit-là, qui est un produit qui est à 70 € quand même. Donc, c'est pas un t-shirt, on va dire, bas de gamme. Hein. Quelle différence? Cette différence-là, c'est que sur le Mérino, si tu veux, c'est une histoire que tout le monde connaît sur les t-shirts en Mérino, c'est que c'est une fibre qui est extraordinaire à tout point de vue. C'est la fibre naturelle la plus performante. Le seul truc qu'elle n'aime pas trop, c'est les frottements répétés. Donc ça va être sac à dos, les frottements répétés. Attends, c'est le premium? Performance. Ok. Premium, c'est de 100% laine. Ouais. Et le Performance Merino T-shirt, c'est un blend, c'est un mélange de laine et de cordura. Le cordura, c'est une fibre synthétique, c'est du nylon ultra costaud que tu retrouves sur les Sakis Pack par exemple. Ok. Et donc nous, on a développé ce fil avec un fabricant de fil pour faire vraiment quelque chose d'hyper costaud. Donc on a créé avec eux en fait le premier t-shirt en mérino costaud, quoi. Donc tu peux mettre, que tu peux indestructible, poncer, exactement, que tu peux selon mettre la avec un produit. sac à dos, que tu peux aller te balader où tu veux, faire le tour du monde. Et si t'en avais qu'un à prendre, ce serait plutôt celui-là. Ouais. Ok. On était sur les shootings produits, j'y reste encore un instant et puis après on va sur le développement produit. Tu me disais que l'IA aidait beaucoup sur tes shootings. Ouais, ça m'a enlevé un vrai caillou dans la chaussure depuis qu'on a utilisé l'IA de Photoshop, Firefly, où on arrive, en fait, si tu veux, à moins bouger. Donc ça, c'est génial pour nous aussi parce qu'on peut faire ça plus efficacement. Et à transporter notre mannequin dans des environnements où il ne pourrait pas être. Tu vois, par exemple, tu peux aller voir la hybride Merino Down. Si tu tapes Down, D-O-W-N, dans la barre de recherche, tu vas trouver un mannequin à la montagne, alors qu'en fait, il est pas à la montagne, quoi. Il est dans un univers montagne, mais il n'y a pas de neige, tu vois, autour de lui, en fait. Et tout de suite, ça propulse le gars dans un environnement et le produit surtout, où tu peux vraiment te projeter sur l'utilisation que tu vas en faire, quoi. Alors c'est intéressant parce que tu pourrais utiliser l'IA générative pour générer cette photo, mais aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Nous, c'est très compliqué d'avoir le produit, le bon rendu produit. Texture, matière, couleur, détail, reflet. Tu vas avoir ton petit zip, ta poche, c'est très compliqué, quoi. Donc du coup là t'as le vrai produit. Donc je fais des vrais shootings avec des vrais modèles. Ouais. Pourquoi Firefly de Adobe, de Photoshop et pas Photoroom ou y a plein Omi dessus. Firefly est très bon quand même sur. Il est moins bon sur les visages, par exemple. Il peut pas te changer les visages, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire. Ouais. Par contre, il est très bon sur remove cars dans la rue, rajouter de la neige, tout ça. Il est capable de faire des choses fabuleuses sur l'arrière-plan. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, on a vachement épuré nos images pour mettre en lumière le produit. Et ça, c'est ce qui est très sympa. C'est des photos comme ça, on n'aurait pas pu les sortir il y a 2 ans, tu vois. Il y aurait toujours eu une grand-mère derrière qui se balade avec son sac de course. Tu vois. On aime bien les grand-mères. Ouais. Mais, ok. Les photos close-up, ça, c'est de la vraie photo ou c'est du... Alors, celle-là, non. Non, je pense que c'est pas la vraie photo. Ça, c'est la photo IA. Voilà. Close-up, ça, par exemple, c'est pas des vraies mains, tu vois. Hyper intéressant et assumé. Ah ouais, carrément, ouais. Moi, je veux dire, j'ai aucun intérêt à ne pas dire que c'est le cas, mais il n'y a aucune retouche sur le produit, le modèle. La retouche, c'est l'univers. Pour se projeter, je pense que c'est mieux pour se projeter de vendre une doudoune pour aller dans la neige, c'est mieux de la shooter dans la neige, quoi. Et en fait, pour aller dans la neige, on voulait la shooter en mois d'octobre, compliqué d'en trouver, alors que là, on l'a trouvé facilement, quoi. Moins 20% encore aujourd'hui, vous le verrez pas, désolé, attendez le prochain sur la doudoune Merino, la doudoune, j'appelle ça une doudoune, mais c'est intéressant, ok. Donc, tes boutiques, le site pour 90%, et pas Amazon non plus. Et pas de wholesale, mais pas d'Amazon. Non. Pourquoi ? Et parce que je te dis, le wholesale, les points de marge nous font peur, parce que ce serait faire du business et finalement juste pour la com, parce que derrière, on ne gagnerait pas d'argent sur le produit. Mais aujourd'hui, on se dit... mais t'es si serré que ça, que tu peux pas te permettre les 10, 15, 20% d'Amazon ? Ouais, je pense que il y a de ça, et il y a aussi le côté premium. On a envie de rester exclusif sur une verticale, sur notre distribution en direct.
et de maîtriser notre speech de vente. Et sur une page Amazon, tu peux jamais avoir toutes ces images et tout ce produit-là. Non, mais j'ai la concurrence, donc je suis allé sur enfin une concurrence. Ouais, merde, bien sûr. je suis en business, pardon. Ça c'est fou. Ah ouais. Tu sais, on a un compte business et un compte normal, un compte business pour la boîte. Ouais. Et du coup, parfois je fais mes recherches Avec le compte business. Tout bien, tout honneur, mais mes recherches avec le compte business. Donc voilà, mon assistante va se retrouver avec mon office manager, pardon, va se retrouver avec du Seagal dans ça. Et du Steven Seagal, pardon. Eh oui. Le point était suivant, tu vois, on a fait une Bien belle sûr. série spéciale avec Michael de Shape Art, et la question qu'on se posait, c'est faut-il y aller ou non. Déjà, il y a une raison, c'est d'occuper l'espace, ne serait-ce qu'avec un produit. C'est une idée, non, c'est un levier quand même. C'est vrai que quand on voit qu'il y a beaucoup de concurrence dessus, effectivement, les gens vont choper directement sur Amazon, ils ne passent plus par la case Google ou autre, et ils vont directement dessus pour voir les produits. Donc, je suis sûr qu'il y a des belles marques de niche qui se développent sur le t-shirt en mérino, Amazon only. Amazon only. Ouais. Mais ce qui est bon à comprendre quand même, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, le mérino, on peut en avoir de plein de qualités différentes. Voilà, et nous on est devenus vraiment les experts, hein. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à t'expliquer pourquoi le nôtre est différent du reste du marché. Notre t-shirt premium mérino qui est en 100% laine, j'ai envoyé un mail il y a 3 mois à tous nos clients en leur disant si vous trouvez la même qualité moins cher, je vous en offre 10 à vous. On a reçu une quarantaine d'emails en disant si regarde j'ai trouvé celui-là il est moins cher que toi, c'est du 100%. Et en fait à chaque fois, il y avait un loup. C'était non, en fait, regarde, c'est pas la même qualité. Ou en fait, non, c'est pas du tout le même micronage de laine, c'est pas du tout le même grammage de tissu, c'est pas du tout fabriqué au même endroit, c'est pas les mêmes coupes. En fait, il y avait toujours un loup. Et donc, j'ai dit, mais en fait, on n'est pas sur la même qualité. Ou alors, quand on a la même qualité, on est plus cher. Donc, nous, on a un rapport qualité-prix qui est extra grâce au fait qu'on compresse un peu tout en interne, tu vois, et nos dépenses, qui fait en sorte qu'on peut délivrer un super bon produit à un prix qui, en fait, défie les concurrences, même les Amazon, tu vois. Bon, revenons sur les produits, pardon, et l'extension de la gamme. Tous ces shootings, c'est parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent, ouais, mais il y en a qui sortent alors. Et bien sûr, c'est un catalogue qui des produits qui arrivent, d'autres qui est partent. en évolution permanente. Ouais, on a refocus pas mal l'offre. Tu sais, post-Covid, on avait vachement développé parce que on avait une grosse croissance, une grosse traction, croissance à 2 chiffres qui sortait. Donc on s'est dit tiens, mais en fait, il faut qu'on ait du stock pour pouvoir vendre. Et donc erreur de base de chaque commerçant. Donc on a du stock, on essaie de sortir maintenant. Et du coup, on rentre vraiment des produits. On a refocus vraiment sur des produits très très différenciants en termes de matière et de propositions de valeur. Et donc c'est top parce que du coup notre marque de niche propose des produits de niche mais toujours avec une histoire derrière qui fait la différence avec les autres produits qu'on peut trouver sur le marché. Donc top. Comment t'as fait ton tri ? Moi je vais sur tous les salons, je vais voir tous les fournisseurs, je m'intéresse à tout. Et dans ton tri sur tes produits existants que tu as sortis. Tu vois. Tout simplement, voilà. Taux de rotation. Deux critères, taux de rotation, marge. Taux de rotation et aussi, en fait, est-ce que je peux trouver un produit similaire ailleurs à un prix équivalent ? Et à ce moment-là, on n'a plus vraiment de raison d'être, de proposer ce produit-là parce que moi, je préfère dire à mes concurrents, proposer mes concurrents sur eux ils savent très bien faire, c'est les spécialistes de ça, aller acheter chez eux et en revanche moi chez moi vous allez trouver ça quoi. Donc moi c'est plutôt je me spécialise plutôt que j'essaye de me faire généraliste. T'as 160 refs à date. Ouais. 160 SKU ou 160 160 modèles développés en couleur taille. Ok. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais, l'entrepôt est gros. Tu vas dans une boutique, il y a de l'offre. Non, mais pardon, je mets tout ça au rapport de le chiffre d'affaires et le nombre de collaborateurs. Si. C'est quoi ta loi de combien de produits font 80% du chiffre d'affaires ? La loi, comment ça s'appelle ? Pareto. Chez-moi. Oui, on a. C'est même on a genre un truc sur 12% des produits font 80% du chiffre d'affaires. Mais les autres sont déjà développés, ça vaut pas forcément le coup de les sortir. Tu gagnerais pas de l'efficacité, du temps, de l'espace dans les boutiques à les sortir ? Alors si justement en boutique on essaye justement d'arbitrer parce que tu peux pas avoir toute l'offre tout le temps et en fait t'as des produits qui s'écoulent pas en boutique donc tu les gardes sur ton e-shop, tu les mets parfois en fin de série. Donc on a une petite rubrique fin de série où on essaie d'écouler les dernières pièces et naturellement ça s'écoule au fur et à mesure. Donc les produits sortent, d'autres arrivent ou d'autres se renouvellent et c'est comme ça qu'on anime notre communauté. Ok, compris. Parle-moi un peu de ta stack technique en boutique. Ouais, alors nous on a PrestaShop, c'est notre backbone toujours. Hein. On a notre PrestaShop, notre base de données PrestaShop. Et derrière, on a développé une app interne
qui est présente sur les téléphones des boutiques et sur l'ordi des boutiques, où tu fais ton panier comme si tu étais sur Presta, mais avec une belle interface, tu vois, comme ça ton vendeur facilement il fait un panier rapidement, il retrouve ton client. Mais elle est développée sur mesure, basée sur l'API Presta, donc elle envoie l'info à Presta ou elle la récupère de Presta. Et ça génère une commande Presta. Donc derrière, en fait, toutes nos commandes sont reliées à notre back-office Presta. C'est comme si tu faisais faire un click and collect, mais en magasin, tu vois. Ouais, je comprends. Et ta plateforme de paiement? Payplug. En boutique? Aussi, ouais. Tap to Pay. Tap to Pay, Payplug, pardon. Ouais. Ok, compris. Et du coup, ton CRM, tu le gères aussi sur cette app développée sur mesure, pardon, pour les vendeurs en boutique. Mes clients, j'ai tous les comptes, toutes les infos, tout l'historique des achats. Et tu peux faire du ship from store ou tu fais pas? Je fais pas de ship from store, non. Je centralise à Toulon et j'expédie depuis Toulon. Ok. Et ton stock, il est unifié? Alors mon stock est là, c'est un des projets qu'on développe en ce moment parce que c'était un peu complexe. On avait un stock avec tout et donc là on est en train de faire du multi-stock pour justement être beaucoup plus fin. Savoir où se trouvent les produits? Absolument. Attends, là tu as un stock avec tout? Ouais. Mais comment tu fais? Pardon, donc tu peux avoir, je sais pas, t'as 100 t-shirts, on a 10 qui sont dans la boutique de Paris et 90 à l'entrepôt. Ouais, donc c'était des casse-têtes logistiques pas possibles. On en faisait des envois à droite à gauche pour essayer de récupérer les bons produits. Mais bon, quelques clients qui attendaient un peu plus longtemps que d'autres, mais c'est minime. Marginal, d'accord, mais c'est quand même une prise de tête. C'est une prise de tête. Et donc c'est pour ça que là en janvier, en Switch, on a du multi-stock qui arrive. Comme ça, toutes nos boutiques vont avoir avec un outil ou avec du sur mesure? On développe sur mesure. Ouais. Vous êtes deux ingés, c'est ça? Ouais, écoute-nous, tu vas pas nous refaire. Ok, des sacrés travers. Vous avez fait des collabs aussi depuis qu'on s'est parlé. Ouais, super. On a fait une super collab avec Le Minor, qui est un fabricant historique de pulls en Bretagne. Histoire super sympa, il fabrique des pulls depuis 1922. C'est une boîte qui a été reprise il y a quelques années là par deux jeunes gars, super cool. Il se trouve que ma femme était pote d'enfance avec un des deux. Et on a sorti un pull fabriqué chez eux avec des empiècements en tissé technique de chez moi. Et le produit a vraiment fait mouche, quoi. Le produit est super cool. C'est le Hybrid Merino Pullover. Et il est encore en vente. Il reste quelques pièces. Donc profitez-en. Attends, j'y vais. Tu m'as dit quoi? Hybrid Merino Pullover. Quand tu tapes Hybrid Merino, t'as déjà 300% des produits, quoi. Merino Pullover. Et donc fabriqué en partenariat avec Le Minor. C'est ça. C'est votre. On a fait une cross, c'est notre. C'est votre laine, c'est leur coupe. C'est leur laine, c'est notre design ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé leur pull, donc c'est qui tricotent, hein, c'est des professionnels du tricot en Bretagne, donc c'est là-haut. Et nous, on a rajouté des empiècements en tissé, ce que tu vois sur les coudes et les épaules. Je vois. Ça, c'est notre tissu technique à nous, qu'on développe sur nos pantalons également. Et du coup, c'était un peu le meilleur des deux mondes. Tu vois, tu avais l'histoire et la laine du meilleur tricotage français avec des empiècements tissés costauds d'une marque française. Cool, intéressant. Écoute, super tour d'horizon. Ouais. De quoi on parle ensuite? Moi, je voulais parler de financement, de communauté, puis des boutiques et des enjeux de croissance. Allons-y. Vous restez autofinancé? Oui, on reste autofinancé. Pas de levée de fonds en perspective? Non, on a fait des emprunts pour les droits au bail des boutiques. Mais à part ça, c'est pas dans les plans, sachant qu'on a de quoi pousser les leviers d'acquisition. Vous êtes à 50-50? Ouais. Ok. Donc pas de levée de fonds pour l'instant. Ok. Donc toujours une croissance que vous maîtrisez, une croissance rentable, maîtrisée. Et là, il est temps pour nous d'y aller un peu plus fort sur les leviers, tout en le faisant notre sauce, c'est-à-dire de passer de 5 à 6% quoi, de dépenses méta et Google. Pardon, je me fous de ta gueule. C'est le jeu. Oui, et on va essayer plein de leviers. Et donc, notamment, on croit fort, nous, en plusieurs trucs. Le SEO, l'influence. Alors, j'allais te lancer là-dessus, raconte-moi. L'influence, en fait, si tu veux, nous, il y a 10 ans, quand on a lancé, tu avais 3 influenceurs mode en France. Aujourd'hui, tu as 50 000 micro-influenceurs qui te disent tous que c'est génial, qu'il faut absolument faire un truc avec eux. Parce qu'ils vont te faire exploser ta marque. Et, certains demandent de l'affiliation, d'autres demandent des filles, tu vois. Donc, à nous de voir avec qui on va bosser, mais c'est sûr qu'il y a certaines communautés qui sont hyper intéressantes et
Et donc, je pense qu'il faut qu'on mette un petit billet là-dessus pour tester. Tu vas faire comment? C'est quoi ton plan? Mon plan, c'est de faire de la personnalisation. C'est contacter les gens et essayer d'avoir un super bon feeling avec eux pour essayer de comprendre en fait quelles sont les attentes de part et d'autre. Et après, derrière, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas avoir une négo parce que le mec bosse pas gratuitement. Mais ça va être soit du produit, soit de l'affiliation, soit des filles, je sais pas. On va voir. Ok, bon, à bon entendeur. Mais vous allez faire ça en direct et en interne? Ou passer par une plateforme? Non, on va pas faire ça en direct, Ok. Ouais, okay, on aime bien contrôler. Influence, ambassadeur. Écoute client, c'est intéressant, tu leur parles beaucoup? Ouais, bah, surtout notre service client il est au taquet, les boutiques elles nous remontent beaucoup d'infos, on essaye de les solliciter à nous remonter des idées sur les produits et surtout on essaie de traquer leur comportement d'achat quoi. Donc en fait ce qui avec plus de 2/3 de récurrents, hein, tu m'as dit ça 70% en période normale. Tout à fait, donc il y a beaucoup de clients hyper fidèles, tous ceux qui ont churn on essaie de les récupérer, de les piquer, de leur demander pourquoi en fait et de les rattraper avec des petits leviers qu'on a à nous, mais effectivement la majorité, l'immense majorité va nous dire qu'ils kiffent la marque, donc c'est plutôt positif. Cool. Vous écouterez cet épisode en tout début d'année, j'imagine. Ton année fiscale, elle se finit quand? Elle s'est finie là en fin septembre. Ah, t'es à fin septembre, ok. Donc là, t'as commencé la nouvelle. Exactement. Elle commence bien? Elle commence très bien. Quel objectif? Objectif, je te dis 8 millions à clôturer septembre. 8 millions à septembre prochain, sachant que vous avez fait 6, ça fait un tiers en plus, 33% de croissance. C'est courageux, c'est ambitieux. Ouais. Peut-être que les feux sont au vert, mais le marché n'est pas évident. Mais comme on l'a dit depuis 1 heure, vous avez plein de leviers sur lesquels vous pouvez encore appuyer. D'autres boutiques? D'autres boutiques, sachant que... Combien? Alors, idéalement 2, au moins une, je pense, dans les 12 mois. Dans les 12 mois. Ouais. Sachant que, tu vois, les boutiques de Lyon et Nice, en fait, nous ont pris quand même beaucoup de bandes passantes. Parce que nous, on est une petite équipe, tu vois. Donc, tout de suite, tu vois, un projet de 2 boutiques en même temps, quelque part, ça explique aussi les raisons que ça nous a pris du temps, du focus. Donc, demain, on a des leviers pour faire d'autres. Mais si on ouvre d'autres boutiques, on a des secrets de sauce qui font en sorte qu'on va avancer plus vite. Tu vois, les travaux par exemple qu'on a fait dans nos boutiques, c'est notre team de 3 artisans qui viennent avec le camion, qui ont fait du copier-coller et qui sont qui feront en tout cas du copier-coller ensuite. Ok. Et tu me parlais aussi d'international il y a 2 ans quand on a enregistré. Ouais, ça on n'a pas encore activé les leviers non plus, mais c'est vrai qu'on a toujours de la récurrence sur nord de l'Europe, US, Suisse, UK. Ça c'est ça se travaille naturellement on va dire. Mais demain, en 2026, on attaquera peut-être un peu plus, mais pas demain. Pas tout de suite. Ouais. Ok. Top. Écoute Bertrand, c'était passionnant. Merci infiniment d'être venu. T'es monté ce matin de 35h40 qui pique. Et tu rentres ce soir en plus. Et je rentre ce soir. Ok, bonne journée. Bertrand Durand-Gasselin, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn, et son associé Mathieu Rivory. 1 ou 2 T à Mathieu? 2 T. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord un jour, tous les Mathieu. Mathieu Rivory, R-I-V-O-R-Y, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn. Et évidemment, allez faire un tour sur Seagal, SEAGALE.fr. Et une promo pour les 11 ans ou pas? Il y en aura une encore? Ouais, les 11 ans, le 1er mai, tous les ans. Cool. Merci infiniment, merci à vous toutes et tous. Je te dis à bientôt. Merci Laura, à bientôt. À bientôt.